Ok, bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer Evolution. C'est un client mail Linux performant qui vous permettra de faire pas mal de choses. C'est-à-dire agenda, calendrier, contact, notes, etc. Utilisation des spécificités des comptes Google par exemple. Voilà, utiliser un compte avec un IMAP, pas seulement un POP. Voilà, donc POP, IMAP, c'est les protocoles de réception des mails. Donc bon, tout ça avec des clients GUI graphiques, donc plus de simplicité. Donc voilà, là je suis actuellement dans la distribution Apricity OS, qui est une distribution basée sous Arch Linux. Et je vais me servir que d'installation avec des clics. Donc Evolution. Là j'attends que la recherche s'affiche. Voilà, le résultat de recherche s'affiche. Donc Evolution. Je clique ici. Là il existe des modules de filtre d'anti-spam. Ça on en parlera plus tard. Donc là aujourd'hui cette vidéo c'est spécifiquement pour Evolution. Ok. Donc ok, on demande mon mot de passe. Il installe. Ça y est, c'est installé. Vous voyez le carré est vert. L'installation est faite. Installé assez vite. C'est en live, hein. J'ai rien fait de particulier. Là, je vais chercher mon application que je peux par exemple mettre dans ma barre ici, en bas, dans ma barre d'outils, raccourci. Donc, bienvenue dans ici. Alors ça, c'est la barre de bienvenue, c'est la première installation de Evolution. Si vous supprimez et que vous réinstallez, vous n'aurez pas cette barre de bienvenue. Il faudra effacer un répertoire particulier pour pouvoir réavoir cette fenêtre de bienvenue. J'en parlerai à la fin. Si vous avez des soucis, que vous souhaitez repartir de zéro pour pas vous perdre du temps, je vous montrerai à la fin. Donc voilà, là on va tout simplement ajouter un compte qu'on a déjà, une boîte mail. Donc voilà, il vous dit que vous pouvez aussi restaurer Evolution à partir d'un fichier d'archives. Ce qui veut dire aussi implicitement qu'une fois qu'Evolution vous l'aurez testé, vous serez content, vous pourrez créer un fichier d'archives, comme ça vous aurez plus à tout reconfigurer si vous réinstallez un Linux ou si vous avez un archive de backup, que vous avez un souci avec votre disque dur, que vous restaurez tout. Ça vous facilitera, ça vous fera gagner du temps, ça vous facilitera la tâche. Donc ça vous suggère de créer une archive sorte de backup, quoi, une archive pour les configurations à suivre éventuellement. Donc nous pour l'instant on part de zéro, d'accord, donc on n'a pas ça. Donc suivant. Donc là il vous demande des informations sur que vous allez pouvoir mettre dans votre compte. Donc moi je mets mon nom, mon prénom, d'accord, l'adresse électronique du compte qui va servir. Et des informations optionnelles. L'organisation répondra, donc on s'en fout un peu. Donc là après, vous voyez cette petite case, chercher les détails du serveur du courrier sur la base de l'adresse électronique saisie. C'est-à-dire que lui, à partir de cette adresse électronique, il va aller en ligne chercher lui-même des informations pour pouvoir paramétrer le compte automatiquement. Donc ce qui va vous permettre de ne pas avoir à tout bidouiller à la main. Donc moi par exemple quand j'ai créé mon propre serveur mail, je dois le configurer moi-même. Donc vous pouvez aussi le faire, quoi. C'est-à-dire tout faire en manuel. Donc là il a trouvé un nom de serveur pour l'envoi SMTP et un nom de serveur pour la réception en IMAP. Le type du serveur IMAP X
le type du serveur de réception et d'envoi, donc SMTP en envoi. Il vous propose de passer directement en TLS, Start TLS, donc c'est très bien. Il vous propose aussi d'ajouter le calendrier Google au compte et les contacts Google à ce compte. Il vous dit que vous devez peut-être activer l'accès IMAP, donc si vous cliquez ici, il va vous renvoyer sur une page d'information de Gmail, de Google donc. Je vais traduire, c'est rien parce que la traduction est vraiment à chier. Ou qui vous explique donc si vous avez quelque chose à paramétrer à la main. Vous voyez, voilà, ça c'est la partie importante, si vous avez quelque chose à paramétrer à la main. D'accord? Donc ça c'est très intéressant. Il y a le port pour le Start TLS 587 ou en SSL simple 465. TLS c'est mieux, hein. Start TLS c'est mieux, hein. Donc, utiliser ce port et pas le protocole Start TLS, c'est très bien. Voilà. Pour le SMTP, alors ça c'est pour la réception. Pour le SMTP c'est très simple. C'est très peu sécurisé, donc votre mot de passe, si quelqu'un se met au milieu de ou espionne votre connexion, il saura tout assez simplement et il pourra envoyer des messages à votre place, quoi. Je veux dire, sur ce genre de truc, il n'y a pas beaucoup de sécurité au niveau de l'envoi des mails, il y a de la sécurité au niveau de la réception. Voilà. Donc ça c'est comme ça, hein. On peut rien y faire, ok. Donc probablement aussi que dans votre Google, dans votre compte Google, il va falloir aller dans les sécurités pour pouvoir autoriser l'application à se connecter. D'accord? En principe, la première fois, il vous le demande automatiquement. Voilà. Moi, si je refais une installation, je suis pas sûr qu'il me le redemande, mais quand j'ai fait la première installation, il y a une fenêtre qui s'est ouverte où il m'a demandé de me connecter à mon compte pour pouvoir autoriser l'application à se connecter. Ce qui permet d'autoriser des applications qui se servent de votre compte à communiquer ou non. Vous pouvez désactiver cette option, c'est ce qu'il faut faire pour Sylphid si vous voulez à tout prix vous servir de Sylphid. Mais alors pour le coup, vous perdez en termes de sécurité. Donc là voilà, il s'est très bien connecté à ma boîte mail Gmail et il est en train actuellement de récupérer tous les messages de mon compte, donc il y en a plus de 4000. Il m'a aussi refait mes dossiers où je classe où je filtre mes messages je les mets dans les dossiers au fur et à mesure qu'ils rentrent, donc je crée des filtres. Voilà, donc là ok, c'est installé. Le temps qu'il télécharge tout ça, faut attendre un petit peu le temps qu'il télécharge tous les fichiers, donc moi j'en ai quand même beaucoup, quoi, donc faut attendre un petit peu. En attendant, je peux vous montrer dans les préférences du compte comment ça se passe. Là ici par exemple, si je clique ici, j'ai ce truc là qui se rajoute là sur cet ordinateur. En fait c'est la boîte mail de mon ordinateur quoi. C'est à dire que si vous pouvez très bien par la suite paramétrer des actions automatisées, ou s'il y a une erreur de log, hop, il va se déclencher un envoi de mail interne à votre ordinateur, j'entends, hein, ça va pas aller sur internet, vous prévenant ici dans la boîte de réception qu'il y a une erreur sur tel fichier, etc., intervenu tel jour, à telle date, enfin quoi. Donc ça c'est pour tout ce qui est administration. La plupart des gens ne s'en servent pas, et c'est déjà de l'administration, c'est une fonctionnalité de l'administration Linux, quoi. Donc comme la plupart des gens ne s'en servent pas, et moi non plus, pas en tout cas avec un client réel, donc le mieux c'est de ne pas encombrer l'espace avec des trucs qui servent à rien. Il y a aussi le moyen de faire des dossiers de recherche. Si vous voulez une utilisation simple, tout ça vous pouvez l'enlever de l'espace visuel là pour vous libérer de l'espace, quoi. Vous pouvez aussi donc ici rajouter des comptes. Vous voyez, par ici ajouter, je pense qu'en faisant un clic droit, non, il faut passer par ici, ajouter. Donc dans les comptes de messagerie, vous pouvez rajouter un compte Gmail ou Yahoo, ou j'en sais rien moi, votre propre serveur mail,
etc. Donc de la même manière, vous le configurez soit manuellement, soit il reconnaîtra automatiquement la config comme il a fait avec Gmail. Voilà, ça marche aussi, il y a une compatible avec Outlook, donc je vous garantis pas 100% parce que je ne l'ai pas testé moi-même, mais il semblerait que ça fait quand même pas mal de temps qu'il y a une compatibilité Outlook. Voilà. Donc là, dans la configuration du compte, vous pouvez avoir réaccès aux informations sur le compte. Donc par exemple ici, l'étiquette que je veux mettre, c'est Jérôme, entre parenthèses, Arch Linux. Voilà. Voilà, ça c'est l'étiquette, mon nom complet de tout ça c'est bon, signature, réception du courrier, donc ça c'est les paramètres que vous pouvez après si vous voulez changer, vous voyez, manuellement. Pour l'option de réception, et vous pouvez indiquer tous les combien de temps vous voulez qu'il vérifie la boîte. Donc si vous êtes assez actif, qu'il se passe beaucoup de choses, qu'on communique pas mal avec vous, c'est bien de descendre le curseur. Si vous avez des impératifs, etc., en fonction de vos priorités, vous mettez ici, c'est-à-dire qu'il va aller chercher les nouveaux messages toutes les 10 minutes, là par exemple. Alors d'origine c'était toutes les heures, 60 minutes. Vérifier les messages toutes les 10 minutes, des messages dans tous les dossiers, enfin ici dans les dossiers abonnés. Utiliser QuickRo qui prend en charge, donc QuickRo 5 je sais pas ce que c'est, mais apparemment c'est une option de synchronisation dite rapide avec peut-être un langage XMPP, j'imagine, un truc comme ça, spécifique à certains serveurs de mail. Donc faut que je me renseigne pour en faire autant. Donc, et ils peuvent aussi reporter les notifications de modification du serveur. C'est-à-dire que lorsque le serveur change quelque chose, en général il envoie un message, il diffuse des messages et vous pouvez l'écouter et le lire. C'est pas mal. Nombre de connexions concurrentes à utiliser, donc 3, c'est bon, c'est bien. Non. Alors, appliquer les filtres aux nouveaux messages dans tous les dossiers. Donc moi je l'applique que dans la boîte de réception et après je l'oriente dans les dossiers, puisque je fais pas un filtre en amont sur Google, je fais un filtre en aval sur mon client mail. Les filtres je les configure pas sur le compte Gmail directement, je les configure dans je les fais dans mon client mail. Vous pouvez, Gmail offre la possibilité de créer des filtres directement sur vos webmail et donc en amont, il me semble. Donc vérifier si les nouveaux messages contiennent des pourriels. Donc ça c'est des pourriels, c'est des merdes quoi, je sais pas comment le dire autrement plus poliment. des spams quoi, en quelque sorte. Donc ça après vous pourrez le faire avec en ajoutant un spam assassin ou des trucs comme ça par exemple, ce qui vous permettra d'avoir plus de précision justement sur ces, plus de pouvoir vous-même sélectionner qu'est-ce qui est considéré comme étant un spam ou non. Voilà, parce que les options par défaut en général c'est très peu précis et ça vous permet pas de vraiment filtrer correctement. Des fois il peut vous enlever des messages que vous voudriez recevoir aussi, ce qui est plus dramatique que de ne pas effacer certaines publicités quoi. Voilà. Donc là pour la corbeille il va le mettre dans la là, on voit pas les valeurs par défaut du compte. Voilà le dossier envoyé, etc. Donc là il a fait une copie conforme de l'organisation du compte Gmail, c'est très bien. Et alors là ici maintenant c'est pour tout ce qui est chiffrage, donc moi je vais faire un tutoriel spécifique pour ça. Et je pense qu'aujourd'hui il est important de se protéger un petit peu de l'espionnage et de tous ces trucs là sur internet, ces ambitions commerciales délirantes là. Donc moi ce que je vous conseille ici c'est d'utiliser, donc vous voyez moi j'en ai plusieurs boîtes mail avec que je crypte beaucoup. Donc d'utiliser ici si vous voulez une clé
PGP, donc une clé asymétrique PGP, qui vous permettra de pouvoir chiffrer, signer et chiffrer vos messages. La personne avec qui vous allez communiquer, si elle aussi fait ça, alors c'est gratuit, hein, créer une clé PGP c'est gratuit. La personne qui fait ça elle aussi et qui communique avec vous va pouvoir vous permettre de recevoir des messages cryptés, parce que vous cryptez un message avec sa clé publique, lui il la décrypte avec sa clé privée. De la même manière, lorsqu'il vous répond, il crypte son message qu'il a écrit avec votre clé publique, que vous pouvez mettre. La clé publique elle n'est pas privée, elle est publique, donc n'importe qui peut la voir, ça n'engage en rien la sécurité, c'est juste le fait de mettre un verrou à un message, c'est-à-dire de le chiffrer. Donc vous allez créer par exemple votre paire de clés PGP, d'accord, avec OpenPGP qui est gratuit, et vous allez diffuser votre clé publique sur un serveur en ligne. C'est assez facile, hein, vous pouvez le faire directement avec la commande PGP ou avec un logiciel en GUI comme GPA ou d'autres peut-être. Et donc quelqu'un va pouvoir récupérer cette clé publique et donc va pouvoir chiffrer un message qu'il va vous envoyer. Donc vous, quand vous le recevrez, vous pourrez le déchiffrer puisque vous avez sur votre ordinateur avec vous, de manière confidentielle, votre clé privée qu'il ne faut surtout envoyer à personne, partager nulle part, mettre en ligne nulle part. Une clé privée sur un serveur en ligne par exemple, c'est une absurdité en termes de sécurité. Ça ne veut rien dire, c'est perdre totalement tout l'intérêt de l'histoire. C'est-à-dire que quelqu'un va mettre un verrou, un cadenas à votre message, va le chiffrer donc avec votre clé publique, et vous, avec votre clé privée, vous allez pouvoir ouvrir ce verrou, déchiffrer le message, et que vous uniquement. De la même manière, vous pourrez avec votre clé privée signer le message, c'est-à-dire mettre une empreinte sur le message, et ça fera de ce message un message authentifié. Voilà. Alors après, les gens mettront une réputation sur votre signature en disant oui, c'est bien telle personne qui m'a envoyé ce message. Donc c'est comme si on mettait un critère de confiance en disant oui, bah, la personne qui émet avec cette signature, c'est la personne, je sais, elle a sa clé privée, elle fait attention à sa clé privée, personne d'autre que lui ne l'a, c'est bien lui. Donc il y a un critère de confiance, etc. Donc c'est quand même très sécurisé. Donc là, ici à ce niveau-là, soit votre clé est dans la liste ici, je trouve que la liste, je sais pas pourquoi elle est un peu petite, soit vous pouvez directement mettre l'idée de la clé. Quand vous allez créer, vous allez voir, il y a une idée de la clé. Donc moi je vais mettre ton idée parce qu'il n'est pas dans la liste, la liste est assez grande. Donc voilà, l'idée de ma clé. Ok, public, hein, bon, bien sûr. Algorithme de signature, vous laissez par défaut. Toujours faire confiance aux clés de mon trousseau lors du chiffrement. Voilà. Après, vous pouvez utiliser le Secure MIME. En fait, c'est un protocole qui permet automatiquement de reconnaître le type de fichier. Et vous pouvez attribuer un certificat SSL et le joindre. Donc moi, je trouve que PGP, c'est plus safe. Bon. Voilà. Donc voilà pour les préférences du compte. Après vous avez les préférences des contacts, d'accord. Vous pouvez demander à créer une entrée dans le carnet d'adresse lors d'envoi de nouveaux mails automatiquement. Vous pouvez demander de synchroniser les informations, les images des contacts depuis la liste de contacts Pidgin. Alors Pidgin, c'est un petit programme. Est-ce qu'on l'a ici installé? Je ne sais pas. On va voir ça de suite. Pidgin n'y est pas. Donc on va l'installer comme ça, je vais vous montrer. Pidgin, c'est un petit programme qui vous permet de communiquer genre des SMS, des trucs comme ça, vous voyez, sur le protocole. Un protocole s'appelle XMPP que Google affectionne. Google, c'est un protocole XMPP pour ce genre de message rapide, d'accord. Pidgin, voilà, il est là. Et vous pouvez aussi
encrypter vos messages de Pidgin. Vous voyez aussi, il y a ça, le greffon Pidgin encryption. Donc ça fera partie justement aussi de tout ce qui est chiffrage. D'accord? Donc, Pidgin, on va l'installer. Allez, c'est parti. Donc 7 mégas 9 de téléchargement et d'installation. Là alors donc bon par exemple pour en revenir à cette histoire de Pidgin de message rapide, puisqu'on est dans la messagerie, il y a Pidgin, il en existe d'autres aussi. Il n'y a pas que Pidgin, ce sera l'occasion certainement de faire un tuto pour ça. Mais de la même manière, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Gmail pour utiliser Pidgin. Vous pouvez par exemple créer un compte Jabber, ce qui est pas mal. Jabber vous permet aussi d'avoir votre propre serveur et donc du coup de communiquer sans passer par un intermédiaire. Ce qui en termes de sécurité est aussi top quoi. Donc moi je pense que si vous créez, si vous voulez faire de la messagerie instantanée XMPP, créer un compte Jabber, c'est une excellente idée. Voilà, donc là Pidgin est installé. On va voir comment ça se présente. Pidgin. Bienvenue dans Pidgin, vous n'avez aucun compte configuré pour vous connecter. Pidgin sera ajouté autrement. Au premier compte. Si vous désirez vous connecter à plusieurs comptes, voilà, donc un compte. Nous on a un compte Gmail, donc on va mettre Google Doc. Voilà mon mot de passe. Donc ça je verrai après s'il me met pas mon avatar directement. Donc a priori les trucs par défaut ça suffit largement. A priori vous n'avez pas à toucher au reste. Si vous avez des soucis de connexion avec Pidgin, ça peut arriver. Notamment les gens qui seraient, les Français qui seraient chez Orange peuvent avoir des problèmes avec le port 5222 parce que Orange, ça existe, hein, il y a encore des gens qui sont chez Orange hélas, mais donc il y a des blocages. Mais sinon, si vous avez des soucis, vérifiez donc bien que votre port 5222 est bien libéré. Et voilà. Pour le transfert du fichier, là il passe par un proxy de jabber.org, c'est très bien. Voilà. Là pour le moment vous n'avez pas de proxy. Alors un proxy c'est un intermédiaire qui vous permettrait par exemple de passer par un serveur proxy qui est sur un autre pays. Si vous voulez contourner par exemple une restriction géographique, vous pouvez très bien passer par un proxy par ailleurs. Ou alors vous pouvez avoir un proxy sur votre ordinateur pour pouvoir stocker en mémoire les données récurrentes. Récurrentes, c'est-à-dire qu'ils reviennent à chaque fois. C'est-à-dire qu'au lieu d'à chaque fois de communiquer, d'aller chercher sur d'encombrer le réseau si vous avez un petit débit des données que vous avez déjà, le proxy lui il sauvegarde dans une mémoire et on ne va pas aller chercher sur internet. Ça peut aussi servir à ça un proxy par exemple. Ça ne sert pas qu'à l'anonymat ou contourner très facilement les restrictions géographiques. Voilà. Donc là on a configuré le Pidgin. Et activer, voilà. Ah, je sais pas pourquoi il s'active pas. Ah oui, très certainement qui me demande l'autorisation, il faut que je mette sur mon compte Gmail l'autorisation de me connecter. Donc là vous voyez il m'a mis automatiquement, il m'a remis en XMPP, il a compris que c'était un XMPP, il va mettre gmail.com. Est-ce que là, ça a changé aussi.
Bon, je pense qu'il faut tout simplement que j'autorise l'accès sur Gmail, sur mon compte Gmail. Voilà. Donc là, vous pouvez synchroniser les informations de contact depuis donc ce fameux Pidgin, d'accord, si vous l'avez déjà installé et paramétré. Ça, c'est toutes les préférences des courriers, donc tout ce qui est les polices d'affichage, bon, ça c'est pour chiader un petit peu les présentations, les messages en mode HTML, si vous voulez afficher ou pas des images animées, les images en point GIF, vous voyez, les GIF sont animés, les extensions .gif souvent sont animées, enfin souvent permettent de pouvoir avoir des images animées, ou voilà, si vous voulez les afficher ou pas dans du code HTML. Pour les présentations, si vous voulez faire des beaux mails. Voilà les couleurs, alors vous pouvez paramétrer ça, mettre des couleurs, dire à faire important, enfin c'est de la gestion de mail, de vos mails, l'organisation, votre organisation personnelle, la colonne de tableau, les formats de date et heure, comment ça va s'afficher. Alors là vous avez directement le résultat de ce format. Vous voyez, alors il vous propose plusieurs formats. Voilà. Sur quand votre message arrive, voilà, en tête de date, donc là pareil, vous pouvez choisir un format. Bon, on s'en fout un petit peu, hein, quand même, hein. Je peux le modifier aussi à la main. Mais tout ça pour dire que donc c'est quand même super paramétrable, quoi. Voilà. Donc là on a tout vu là en tête pour y aller. Oui, alors ça c'est pour les filtres de messages. Alors comme vous avez vu, il y a aussi il existe, on peut installer sur Linux là des extensions pour utiliser des logiciels qui sont plus spécifiques pour le filtre de spam, comme Spam Assassin par exemple, qui est très bien. Voilà, donc ça je pense que c'est plutôt, si on veut se lancer là-dedans, c'est plutôt pas mal d'installer Spam Assassin et de mettre donc de rajouter l'option à évolution. Ça vous permet d'avoir beaucoup plus de puissance dans la gestion des spams. Voilà la préférence de l'éditeur. Alors de l'éditeur, c'est-à-dire quand vous allez envoyer un message, quand vous allez écrire un message, tout ce que vous voulez de spécifique par rapport à ça, ça se trouve ici. D'accord, si par exemple vous voulez mettre une signature à chaque fois à la fin de votre message, et ben vous le mettez comme ça. Alors vous pouvez le mettre en forme ou pas, en format HTML ou pas, etc. Ouais, là j'ai un test simple, je peux le mettre en format HTML, ce qui me permettrait de pouvoir mettre mon nom en gras parce que je suis super prétentieux. Et avec des couleurs voilà, en orange parce que j'aime le sport. Voilà, et de l'identer ou pas. Voilà, ok. Ça c'est quoi TT? Ah, c'est pour choisir la police. Texte simple. Là donc les préformats en tête, machin, donc ça j'imagine aussi qu'on peut le paramétrer. Rajouter une image à votre signature, insérer un lien, etc. Donc voilà, là enregistrer et fermer. Donc par contre on a mis sans nom, on peut lui mettre un nom. 1 par exemple. Voilà. Enregistrer. Voilà, donc vous pouvez créer plein de signatures et puis quand vous envoyez un mail, choisir la signature que vous voulez lier à la fin. Correction d'orthographe, donc voilà, vous pouvez pourquoi il me met hébreu, j'ai jamais demandé hébreu moi. Ça c'est comme Thunderbird, il me met automatiquement le truc anglais évolution, mais automatiquement le truc hébreu. Bon,
C'est un peu parti pris, mais bon, j'ai rien demandé moi. Donc vous pouvez rajouter un classeur et de correction orthographique de langue et donc le mettre ici, le sélectionner ici pour la correction orthographique. Donc moi évidemment j'écris pas en hébreu, donc je vais pas mettre hébreu, quoi, ce serait débile. Je sais même pas ce qu'il fout là, c'est débile. Alors envoyer les messages, charge d'objet, envoyer une réponse privée, un message de diffusion, etc. Donc voilà tous les paramètres du mode d'édition quand vous écrivez, vous rédigez un message ou que vous y répondez, donc de la même manière, d'accord. Voilà, ensuite les préférences réseau. Donc là, se proporter aux paramètres du système, c'est bien. Vous pouvez donc créer par exemple ici paramétrer l'accès à un proxy, ok, manuellement, ou dire comment en fait vous allez vous connecter avec ce client mail à internet, d'accord, de manière spécifique. Ça c'est pas mal. Si vous avez un serveur mandataire SOX par exemple, c'est-à-dire que vous avez un serveur VPN qui vous, moi c'est mon cas, qui vous autorise de passer par un SOX qui va donc vous chiffrer vos données en plus par cet intermédiaire, donc vous renforcez encore plus votre sécurité, mais vous pouvez l'entrer ici, d'accord. Voilà. Là apparemment c'est juste un SOC simple, c'est pas un SOX avec authentification, c'est quand même un petit peu limité. Voilà, donc la plupart du temps vous vous reportez aux paramètres système, c'est très bien. Mais si ici de toute façon vous faites autre chose, c'est que vous savez ce que vous faites. Vous ne le faites pas, j'espère. Enfin, je vous le souhaite. Voilà. Alors là, les agendas, la gestion des agendas, tâches, rappel, publication d'informations. Donc c'est quand même très complet, quoi. Ici les certificats. Alors ça c'est les certificats SSL. Donc il y a des, si vous voulez, des serveurs alors de chez Google ou de chez Global Trusty, ou il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres, en fait il y en a énormément, qui permettent de créer des certificats de chiffrement, d'accord, avec donc un numéro de série qui est en hexadécimal, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais autre chose que de 0 à 9 et de A à F, c'est des nombres hexadécimaux, c'est un chiffrage, c'est un numéro de série du chiffrage, d'accord, c'est une identité, quoi, d'accord. Donc vous pouvez très bien créer un certificat de chiffrage et puis la signer pour chiffrer. Bon, alors a priori en termes de sécurité, moi je trouve ça moyen, parce que qui vous dit que votre serveur d'autorité qui va vous servir le certificat est de confiance. Voilà, moi je crée mes clés PGP et puis je me fais confiance, quoi. Voilà, d'accord, et ça marche. Et c'est gratuit aussi, là c'est gratuit aussi, mais enfin je veux dire, il faut avoir confiance à quelqu'un d'autre que vous connaissez pas forcément. C'est même pas quelqu'un de votre famille en plus. Bref. Voilà pour les préférences du compte. Donc là dans la boîte de réception, vous avez vos mails qui arrivent, ok. Et vous pouvez très bien écrire un email. Donc par exemple, je vais m'écrire un email. Test de évolution. Et je vais le signer. Alors là je pourrais l'envoyer comme ça, mais je vais là c'est pour mettre une priorité élevée au message, pour dire ce message est important. Si par exemple vous envoyez des messages dans le cadre du travail, peut-être que certains messages sont plus importants que d'autres, donc vous pouvez là aussi faire en sorte que ce message soit signalé comme très important. Donc là avec les options, je peux signer avec PGP ou chiffrer ou chiffré avec PGP. De la même manière avec le format MIME, en fait c'est un certificat SSL. Et je peux demander un accusé de lecture, c'est-à-dire qui me renvoie l'information, est-ce que la personne a lu le message. Alors en fait
la personne l'aura peut-être pas forcément lu, elle peut avoir cliqué sur le message, attendre 2 secondes et le jeter, mais vous aurez un accusé de lecture, alors que la personne n'a rien lu du tout. Mais bon, bref, c'est pas du tout un gage que quelqu'un a lu votre message, et encore moins compris. Prioriser le message, alors c'est-à-dire, ça veut dire que, voilà, c'est ça, c'est cette icône, le rendre prioritaire, c'est lui dire, lui mettre un autocollant, ce message est super important, voilà. Utiliser des Unicode pour les emoticons, changer le codage l'encodage des caractères. Voilà ce que vous pouvez faire très facilement, très rapidement. Donc là, j'envoie un message, donc il me demande évidemment ma passe-phrase. Donc vous voyez que c'est une clé RSA de 4096 bits. Donc je mets ma passe-phrase. Il crypte le message, ça y est, c'est fait, et maintenant il l'envoie. Et ça y est, c'est envoyé. Parfait. Voilà pour évolution. Donc ça c'est fait. Donc concernant évolution, quand vous avez installé évolution, si vous voulez le supprimer, et bien juste le supprimer en utilisant l'application de ajouter supprimer, va supprimer l'application effectivement, mais il restera des données de cette application, si bien que si derrière vous la réinstallez, vous verrez par exemple que le menu de redémarrage n'apparaîtra plus, qu'il restera vos anciennes configurations, etc. Donc vous allez dire mais comment je vais faire pour virer tout ça, etc. Donc pour totalement effacer évolution, en plus de le supprimer avec l'application ajouter supprimer, d'accord, il vous faut aussi aller supprimer le dossier qui se trouve dans votre répertoire d'utilisateurs connectés, dans .config évolution. Donc là, si vous voulez, si vous lisez tout ce qu'il y a dedans, voilà, il y a 3 répertoires et 2 fichiers. Dans ces 3 répertoires, il y a certainement aussi d'autres fichiers. Donc il faut effacer tout ça si vous voulez totalement supprimer évolution. Donc pour ce faire, vous ferez cette commande par exemple qui va vous effacer tout ce qu'il y a dans l'évolution de manière récursive, c'est-à-dire intrinsèquement aussi dans tous les sous-répertoires. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez effacer le répertoire avec la commande rmdir. Si vous avez bien suivi l'instruction des commandes de base Linux, vous savez ça. rmdir .config évolution .config parce que c'est un déplacement relatif par rapport à là où je me trouve ici, vous voyez. Voilà. Ça c'est l'environnement du shell ZSH. Si vous avez suivi ce tuto, vous savez l'installer et vous en servir, c'est très pratique. Voilà, donc c'est ce qu'il faudrait faire pour pouvoir totalement désinstaller évolution. Voilà.